Sciences Po Hertz. Sciences Po Hertz. Sciences Po Hertz. Regard croisé sur l'exil. CASA. Samedi 21 janvier 2017. Sciences Po Hertz. Nous sommes tous des exilés. Enfin, l'exilé de quelqu'un d'autre. Alors, c'est une drôle de maxime, ça, quand on y pense, parce que le « nous sommes tous »,« je suis tous », on nous a servi à la louche ces quelques dernières années. Et pourtant, pas plus tard qu'hier, j'ai vérifié cette maxime. Ouais, je vous jure, c'est carrément empirique. En fait, pour vous la faire courte, comme si vous ne le saviez déjà pas, une canalisation s'est rompue dans le quartier du Panier, hier, à Marseille, juste en bas de chez moi. Alors, l'idée, c'est que ça a été inondation de caves, des habitants privés d'eau, et le bruit des tractopelles une bonne partie de la nuit. Solidarité aussi, il y en a eu pas mal. Alors vous allez me dire, je vous raconte ma vie, c'est un début d'émission somme toute assez auto-centré. Eh ben pas du tout, parce qu'il y a un restaurant libanais délicieux, je vous le conseille. D'ailleurs, les shawarmas sont magnifiques, juste en bas donc de l'appartement. Son gérant, mon voisin, a tout perdu hier, son matériel, ses stocks. Il a tout perdu, sauf son sourire. Alors du coup, on a longuement parlé hier soir, il m'a raconté son histoire, ses errances, de Paris à Marseille, des plus grands restos étoilés à l'ouverture de son propre établissement, avec ce regard de fierté, vous savez, un peu brillant, qui met du baume au cœur et qui reflète les efforts fournis dans le passé. La recette aussi de cette savoureuse pâtisserie dont je suis incapable de prononcer le nom. Je sais simplement maintenant qu'il y a du fromage dedans, du sucre, de la semoule et surtout beaucoup de réconfort. Et puis, de fil en aiguille, toujours pas d'eau, évidemment, pour les habitants du quartier. Je me suis dit que de canalisation en canalisation, j'allais boire un verre, peut-être, pas d'eau cette fois-ci, avec la nouvelle colocataire de mon ancien colocataire. Vous me suivez? Toujours? Bon. Elle s'appelle Béatrice, elle est roumaine, elle est kiné, un français impeccable, et elle était loin de sa famille pour Noël. Elle m'a dit, plus jamais ça pour le coup. Alors, c'est passionnant de passer les frontières, d'être accueillie ailleurs, elle travaille dans un cabinet à Marseille grâce au soutien de ses formations proposées ici, mais être loin des gens qu'on aime au moment de partager ses traditions, c'est pas évident. Elle m'a parlé aussi de gérer sa solitude, et son récit m'a paru si proche du mien, moi qui ai voyagé de ville en ville pour faire de la radio, en France pourtant, dans mon propre pays, que je me suis tout de suite sentie hyper proche d'elle. En trinquant, j'ai appris que santé, ça se disait noror en roumain, et l'eau est revenue dans les tuyaux ce matin, du coup je suis propre et rempli d'histoire. La migration, le déplacement, c'est pas facile, mais c'est pas aussi simpliste et aussi problématique qu'on veut bien nous le faire croire ce temps-ci. Alors oui, on est tous l'exilé de quelqu'un. La question, c'est peut-être tout simplement de remettre du lien dans les tuyaux rompus. Bienvenue à Sciences Po Hertz. Bonjour à tous et bonjour à vous autour de la table. Bonjour messieurs. C'est là qu'on parle normalement. Bonjour. Bonjour. Que d'hommes. Je me sens un petit peu seule. Autour de la table, on va y revenir, nous inviter pour parler de la question. Jean-David Sur, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire du Puy-Saint-Euréparade. Oui. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas. L'eau coule bien. L'eau coule bien Bon. au Puy-Saint-Euréparade, mais c'est la Société de Zone Marseille qui gère notre eau aussi au Puy-Saint-Euréparade. Comme quoi, tout peut arriver. Tout est lié, même les canalisations et les services de la mairie qui étaient très présents hier. Donc ça, il faut le souligner aussi. Jean-Pierre Sandron, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal, c'est ça? Vous de Grand-Bois, la mairie de Grand-Bois. Et je vous rassure, notre fontaine coule très bien. Bon, si les fontaines coulent, tout va bien. Merci d'être là tous les deux pour avoir une heure à peu près d'échange autour des questions de l'exil et de la migration. Regard croisé sur l'exil, c'est aujourd'hui. On est au milieu de la journée. Donc si vous le voulez bien, messieurs, avant de vous donner la parole, on va faire un point avec celui qui a organisé cette journée. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Comment s'est passée cette journée? Il est 15h à peu près, passé de quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin à Sciences Po Ex? Alors, cette journée s'est très bien passée. Ouais. Jusqu'à présent, on a eu un petit mot d'ouverture du directeur. On a eu la chance d'avoir une conférence d'Alexinous ce matin, qui a plutôt bien fonctionné. Et puis un concert de Rohan, qui est un slameur franco-syrien, qui habite à Marseille. Et qui a un peu mis de joie de vivre dans cette journée, un peu plus. Le CASA, c'est joyeux pourtant, c'est une association joyeuse. C'est une association très joyeuse. C'est quoi le CASA? Alors le CASA, c'est le collectif pour l'action sociale à Aix-en-Provence. C'est une association qui a pour objectif de permettre aux étudiants de venir, de participer et de s'engager en faveur d'actions sociales sur le territoire aixois et puis même jusqu'à Marseille.
on a toute une partie, tout un pôle dédié aux réfugiés et demandeurs d'asile, ce qui fait qu'on a voulu organiser cette journée Regard croisé sur l'exil. D'accord. Pourquoi alors avoir choisi l'exil et on y pense tout de suite la question des migrants ou le problème des migrants? On va y revenir autour de la table. Est-ce vraiment un problème? Ça va être ça qui va nous occuper. Pourquoi cette entrée-là par le cadre alors justement, l'entrée, c'était pas celle des migrants, c'était celle de l'exil. Parce qu'on avait envie de dire qu'on est tous un peu liés par cet exil, qu'on pouvait tous se sentir un petit peu exilés à notre niveau et que c'était plutôt une notion qui allait nous rassembler plutôt que nous diviser, contrairement à celle des migrations qui a tendance à créer du débat. On avait envie que cette journée parle à tous et que ce soit une arène de débat, un lieu où on pouvait justement exprimer son sentiment face à l'exil, face à cette notion d'exil qui est assez complexe, qui est multiple, mais on avait envie d'explorer. C'est pour ça qu'on a croisé les regards d'ailleurs, puisqu'on essaie de proposer une vision artistique, philosophique, politique de l'exil, et on espère que c'est réussi. Merci. Monsieur le Président du CASA, vous restez avec nous un petit peu? Oui, je reste. D'accord. Jean-David Ciot, Monsieur le député maire, quand vous entendez l'exil, c'est important, on a voulu en parler parce qu'on est tous touchés, on aimerait tous l'être par cette question. Est-ce que vous vous sentez vous-même exilé parfois? Moi, je suis totalement exilé puisque je m'exile pratiquement 2 jours à 3 jours par semaine à Paris. Donc, j'ai déjà un exil quotidien, hebdomadaire. Donc, qui est un vrai exil parce que quand on part toutes les semaines pour aller dans une grande capitale, on quitte sa petite commune rurale du Puy-Saint-Tréparade. C'est un exil parce que les gens ne réagissent pas pareil, ils ne sourient pas de la même manière. Et pourtant, c'est les mêmes gens, ils ont les mêmes yeux, ils respirent à peu près le même air, peut-être un peu moins pollué, encore que des fois, même chez nous, tout ça est relatif. Donc non, la question de l'exil, elle est importante y compris en se disant, moi je me dis toujours, si demain la France ne peut plus m'accueillir parce que je ne m'y reconnais plus pour plein de raisons, où est-ce que je pourrais aller? Et qui, au fond, sera en capacité de m'accueillir moi, tel que je suis, avec ma croyance profonde dans les questions de démocratie, de république, de laïcité, qui va m'accueillir? Surtout quand je regarde le monde tel qu'il se fabrique actuellement, avec des gens qui ont plutôt tendance à se retourner. Donc voilà. Donc la question d'exil, elle est présente à la fois parce que symboliquement, le départ sur Paris est quand même relatif, sur la difficulté d'être intégré. Mais aussi de se dire que soi-même, et puis cette pensée permanente, parce que elle est toujours là, de me dire, moi, mon grand-père est arrivé d'Italie, il avait 7 ans. Il parlait pas un mot de français. Moi, mon grand-père, il est décédé maintenant, enfin depuis déjà quelques années, il signait en faisant une croix, il écrivait pas le français, il parlait, je comprenais pas tout ce qu'il me racontait quand il me parlait, parce qu'il parlait espèce d'italien, français, voilà, pour se débrouiller, mais pas plus, il n'avait pas besoin de choses. Il était tailleur de pierre, pour pas dire maçon, parce qu'à l'époque c'était pas le métier le plus à la mode, même si on en cherche beaucoup maintenant, comme quoi tout est relatif. Donc voilà, la question de l'exil, elle fabrique ce qu'on est nous. Après, est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'une fois qu'on est exilé quelque part et qu'on a trouvé son bonheur et son bien-être, on n'a pas tous envie de fermer la porte et de dire nous on est bien et pas trop d'autres parce que ça pourrait venir déranger mon petit équilibre? Et quand on est élu, et sur les questions actuelles de migration qui se posent, sur la question des réfugiés, évidemment, cette question est là, présente. Fermer ou pas la porte. Ouais. Tous les deux, on vous a invité aussi, parce que vous l'avez plutôt ouverte, la porte de vos mairies. Jean-Pierre Sandron, à Grandbois, et avant de revenir sur aussi votre rapport à l'exil, est-ce que vous êtes italien, vous êtes espagnol, vous êtes... Non, je suis français et je suis vrai parisien. Ah, vous êtes parisien et Vous êtes exilé ici en plus. Voilà, exactement, j'allais vous le dire. J'ai vécu 62 ans à Paris et donc je suis là depuis 2010. Donc, mais la différence, c'est que c'est un exil choisi. Et je crois que ça fait toute la différence avec les migrants érythréens qu'on a vus arriver à Grandbois. C'est un exil choisi, un exil qui se passe très très bien. On est ravis d'être à Grandbois et dans cette région. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la situation en ce moment à Grandbois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donc, pour reprendre les termes de M. Ciot, ouvert votre porte. Alors, à Grandbois, on a accueilli, donc dans ce village, il y a une colonie de vacances qui dépend du groupe La Poste. Et donc, l'État, au moment de l'évacuation de la lande de Calais, a signé une convention avec le comité d'entreprise de La Poste pour accueillir des migrants hors des périodes de colonies de vacances
et la colonie est à Grandbois. Donc sont arrivés le 3 novembre, un car avec 50 mineurs érythréens qui sont hébergés dans ce centre jusqu'à la fin du mois de mars, puisque à partir de ce moment-là, la colonie de vacances retrouve sa vocation première d'héberger des colonies. Donc l'ouverture de la porte, de votre porte en tout cas dans ce cadre-là, est temporaire. Est-ce que ça change quelque chose? Elle est temporaire la et je question dirais, pour être tout à fait clair et transparent, qu'elle n'a pas été voulue. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est l'État qui a informé le maire de Grandbois que la colonie de vacances qui se trouve sur le territoire de la commune allait accueillir des migrants, des exilés, en quelque sorte. Du coup, vous voyez que le mot, on y arrive aussi, hein, au mot migrant, évidemment. Au début, c'était une centaine de personnes, des familles d'origine afghane ou syrienne. Bon, puis les choses se sont un peu décantées. Et finalement, ça a été 50 mineurs érythréens dans le cadre d'un centre d'accueil et d'orientation des mineurs. On appelle ça un CAOMI. Et donc, le centre est géré par une association qui est l'Entraide Pierre Baldo, qui est tout à fait rompu à ce genre d'exercice. Et ils sont là en période d'orientation jusqu'à la fin du mois de mars. Il y en a déjà un certain nombre qui sont partis pour l'Angleterre, puisque la première chose qu'ils nous ont dit quand ils sont arrivés, c'est eux, leur objectif, au moins quand ils sont arrivés, c'était la Grande-Bretagne, UK, comme ils disent. Et la deuxième question qu'ils nous ont posée, d'ailleurs, c'était « Where is the city ?» Parce que pour eux, c'est vrai que Grandbois, c'est un petit village. En plus, la colonie de vacances est vraiment dans la colline, à 1,5 km de Grandbois. Ils cherchaient la poste. Voilà, hein. pour eux, ils cherchaient le bar, la poste. Ou le bar de la poste. Voire la boîte de nuit. Et bon, ils ont été un peu déçus de ce côté-là, parce qu'ils étaient vraiment dans la nature. On va ouvrir les questions aussi. Je vous rappelle qu'on est en public dans cette émission Regard croisé sur l'exil à Sciences Po Ex. Donc on ouvrira dans une deuxième partie vos questions ici. Vous êtes nombreux sur une petite salle, on se réchauffe, c'est plutôt une bonne chose. Une réaction peut-être, Jean-David Thiaud, sur ce qu'on vient de dire, sur cette ouverture temporaire des portes de Grandbois. Au Puy-Sainte-Réparade, on n'est pas tout à fait dans votre mairie sur la même configuration. Non, on est sur une configuration volontaire. Moi, l'histoire, c'est quoi? C'est, on a évidemment les demandes de réfugiés qui arrivent en Europe. L'État indique, l'État français considère qu'il doit prendre 30 000 migrants en France. Donc les préfets sont chargés de demander aux maires s'ils sont d'accord ou pas. Et donc le préfet m'appelle en me disant « Qu'est-ce que vous faites au Puy-Sainte-Réparade ?» Donc nous, il y a 5500 habitants. Je dis que nous, on est en capacité d'accueillir une ou deux familles. Enfin, il me semble, et je réponds ça assez spontanément d'ailleurs, en me disant une ou deux familles. Il y a 36 000 communes en France, alors elles ne sont pas toutes de même taille. Vous faites un rapide calcul. Je me dis, si chaque commune dit oui à une famille, comme les familles sont rarement enfin elles sont uniques, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bon, très bien. Donc voilà le calcul un peu. Donc je dis oui au préfet. Et puis parce que je considérais que c'était la responsabilité que d'accueillir une famille en difficulté, de personnes qui fuient des terres très dures. En l'occurrence, là, c'est des gens du Darfour, mais ça aurait pu être d'Afghanistan, d'Érythrée, de là où ils venaient. On n'a certainement pas choisi, et surtout pas voulu choisir qui que ce soit et quoi que ce soit. Le sujet, c'était de dire oui, on est en capacité, 5000 habitants, ça ne changera pas la face du Puy-Sainte-Réparade, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et donc, le préfet s'empresse de déclarer le lendemain dans la presse qu'il y a une ou deux communes qui disent oui et qu'il attend la réponse des autres. Et voilà. Donc, je vous raconterai après, si vous voulez, peut-être là, les réactions. Là, on est suspendu à vos lèvres. Peut-être qu'est-ce qui s'est passé précisément à ce moment de bascule, j'imagine, parce que c'est un moment de bascule. C'est un moment compliqué parce que, évidemment, il y a partie où c'est dans la presse et publique. Et le vrai sujet, c'est que on voit fleurir sur les réseaux sociaux de gens du Puy que je connais souvent, des mots et des propos extrêmement inquiétant sur la capacité justement d'ouvrir ou de fermer. Alors peut-être ai-je eu tort d'ailleurs de ne pas en faire un débat public, parce que dans mon esprit, il n'y avait pas de débat. Je considérais qu'accueillir une famille au Puy-Sainte-Réparade, c'est vrai qu'on a des problèmes de logement comme de partout. Ça on a des pas difficultés. Changer la face du monde. Oui, donc je n'ai pas pensé que c'était un débat public sur l'idée d'accueillir une famille de personnes réfugiées sur le Puy-Sainte-Réparade. Voilà. Et donc ça a fait une très grosse polémique. Dans le village, très réellement. Donc, à quel moment vous avez compris que potentiellement ça pouvait
j'ouvre les guillemets, gêner Ah, les immédiatement. habitants du Puy-Saint-Tréparade? Immédiatement, parce que je vois bien que dès que ça a été paru dans le journal local, Oui. ça a fait l'objet d'alimentation de haine sur les réseaux sociaux. Alors, on va laisser la haine de côté ici Enfin, parce qu'on en a déjà trop, mais quelles ont été les raisons, les arguments des habitants de dire Bah, bon, bah, il y voilà, a là plusieurs- ça me dérange ou là ça me... Le premier, alors les plus tendres étaient ceux qui disaient on n'a pas été consultés. Et après tout, et après tout, on peut l'entendre. Et je dis, c'était pas illégitime. J'avais pas pensé que c'était un problème aussi dur que ça pour une famille, etc. Le deuxième, c'était on va avoir Calais. Parce qu'à l'époque, la jungle n'était pas encore démantelée. Et donc, les images qu'on voit en permanence dans les médias, sur les réseaux, et qu'on a marquées inconsciemment, c'est la jungle de Calais, cette espèce de no man's land, de gens dont on ne voit pas l'aboutissement. Donc ça, c'est une crainte profonde. Jean-Pierre Sandron, à Grandbois, vous avez eu avec On la a eu famille le même des type Érythréens de- juste ça, ça va être calé. Vous l'avez eu Oui, ça on a eu pas mal de réactions comme il vient d'être dit, Oui. sur les réseaux sociaux, assez virulentes. Là, on était sur les plus tendres. On a laissé la, Oui, laissé la grosse haine de côté. Ouais. Mais Et on ça, avait la crainte, la effectivement, peur. de reconstituer ce genre de choses, etc. Et la troisième? Non, donc du Peut-être. coup, la Troisième troisième, réaction. c'est de dire, et il y a un troisième sujet qui Oui. est de dire, mais déjà nous, on n'a pas de travail et on n'a pas de logement, et vous allez en donner à des gens qui sont pas d'ici, donc on n'est pas d'accord, voilà. Et qui est aussi entendable. Il y a la question du logement, surtout sur le Grand-Bois, je connais moins bien, mais sur le périmètre d'Aix, sur le pays d'Aix, on a la question de l'accès au logement, qui est une vraie difficulté, soit parce que le logement est cher, soit parce qu'il est rare, et donc c'est aussi une réalité, voilà. Voilà les grandes manifestations, ce qui m'a amené d'ailleurs à la fête du village, quelques jours après, d'annoncer publiquement qu'on allait faire un camp, que j'avais signé pour un camp de 500 migrants, avec un permis pour une mosquée, parce que je voulais que les gens se rendent compte du décalage qu'il y avait. Donc tout le monde m'a regardé un peu stupéfait, parce que la fête du village, c'est comme là, il y a tout le monde, un village comme le nôtre. Ça Et porte donc- bien son nom d'ailleurs. Donc Oui. les gens nous regardaient un peu. J'ai dit, est-ce qu'on est là? J'ai posé du coup la question. La réalité, c'est que l'accord qui a été donné, c'est de dire oui, on est capable d'accueillir une famille. Je demande à chacun de réfléchir si ça va changer la vie du village. Ça s'est apaisé. On va revenir là-dessus. Jean-David Ciotte avec vous, député maire du Puy-Saint-Tréparade, et Jean-Pierre Sandron aussi, conseiller municipal à Grandbois. On va y revenir dans un tout petit instant. Après le point de vue de l'un des organisateurs de cette journée, donc du CASA, on en a parlé, l'association qui s'est bougée un petit peu, et ça fait du bien pour faire bouger peut-être les lignes et les frontières aussi. Et puis revenir sur ces questions de vocabulaire. On a parlé d'ouvrir ou non la porte à un niveau, j'allais dire plus politique, à un niveau aussi individuel, parce que notre question se pose, la question se pose chez nous, ouvrir notre porte ou pas, être dans un certain délit, dit-on, de solidarité. Donc ces questions se posent là. Et il y a aussi la question d'agir et comment agir pour aider celles et ceux qui sont en exil ou qui sont migrants. Là aussi, le vocabulaire peut varier, mais en tout cas qui ont des difficultés réelles au quotidien. Bonjour Samuel. Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Ça va pas fort aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben non, effectivement, ça va pas très fort cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi que je me suis réveillé du bon pied ce matin. Ah bon? J'étais très de gauche, très dans l'altruisme, très en paix avec moi-même. J'étais presque prêt à manger vegan et sans gluten, c'est-à-dire plus grand-chose, Oui, d'accord oui. avec moi, Ouais, bien sûr. juste pour soutenir François de Rugy. Bon. Je me disais plus sérieusement qu'on aurait pu essayer d'accueillir à notre petite échelle certains de ceux qui ont laissé leur histoire là-bas pour venir faire des histoires chez nous. Pas loin d'ici, à Vintimille, des centaines de personnes n'avancent plus. On entend frapper à la porte, mais on se dit que pour eux, le paillasson est confortable. Ils fuient le gaz chimique d'Al-Assad, la dictature érythréenne la plus sanglante d'Afrique, l'inhumanité revendiquée de l'État islamique en Irak. Mais dans le pays des droits de l'homme, mieux vaut être suffisamment rentré dans l'histoire. Bah, pourquoi? Enfin, Samuel, désolé, mais pourquoi tu l'as pas fait, toi, alors, à ton endroit? Parce que c'est illégal, Mélanie. Ah oui, c'est vrai. Cédric Héroux, agriculteur de 37 ans, habitant de la vallée de Roya, a commis en 2016 l'acte irréparable. Cet homme a été condamné le 4 janvier dernier par le tribunal de Nice à 8 mois de prison avec sursis pour avoir, écoutez-moi bien, transporté des Érythréens. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ce délinquant multirécidiviste leur aurait offert l'hébergement dans sa propre demeure. Dans sa propre demeure. Il est allé trop loin. Alors, condamner un acte, qu'est-ce que c'est? Condamner un acte, c'est déclarer publiquement cet acte comme l'exemple à ne pas suivre.
Condamner un acte, c'est prouver que cette action est non conforme aux valeurs sociétales. C'est mobiliser tous les moyens de l'État afin que cela ne se reproduise plus. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, des décisions de justice non plus. Et puis, ce ne sont que des migrants après tout, non? On les appelle les migrants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils migrent tous les ans. Une fois reconduits à la frontière, le premier geste de ces familles, de ces hommes, de ces femmes, c'est de recommencer. Recommencer ce qui ne devrait même pas commencer. Recommencer à danser avec la misère pour que le destin finisse par vous faire un clin d'œil. Pour qu'il vous prenne dans ses bras et s'excuse de ces valses indicibles. Alors certaines personnes me diront « Oui mais Samuel, tu comprends, il y a l'éthique de responsabilité d'un côté et l'éthique de conviction de l'autre. Quand on est au pouvoir, on ne peut pas se permettre l'impossible sous prétexte que les gens qui veulent le pouvoir nous demandent de le faire. » Argumentation à laquelle je pourrais répondre « Oui mais vous comprenez, il y a aussi l'éthique de l'élection d'un côté et l'éthique de la fraternité de l'autre. Quand on a des valeurs, on ne peut pas toujours les bafouer sous prétexte que les gens qui n'en ont pas nous demandent de le faire. Alors, ne soyons pas caricaturaux aujourd'hui. Nous pouvons comprendre qu'il soit difficilement réalisable d'accueillir toute la misère du monde, mais nous comprenons surtout qu'il est difficilement imaginable de malmener la solidarité. Manuel Valls déclarait récemment à des journalistes « La politique, c'est une longue et difficile épreuve. » Alors oui, monsieur Valls, la politique est une longue et difficile épreuve, surtout quand on vient d'ailleurs et qu'on l'a subie. Samuel du Casa, merci beaucoup. Une réaction immédiate pour cette... Allez, moi je vais dire ce cri un peu de ras-le-bol qu'on peut ressentir quand on est un petit peu engagé, pour ne pas dire complètement militant, quand on est plutôt jeune, pour ne pas dire très jeune, ou déjà concerné par des questions. Nos invités autour de la table, qui prend la parole en premier là-dessus? Oui, Grandbois prend la parole. Ce qui nous a frappé, ça a été à partir du clivage qui a déjà été évoqué au Puy Sainte-Réparade. Il faut savoir qu'au moment où de l'annonce de l'arrivée de migrants à Grandbois, il y a eu une manifestation d'hostilité. À la Tour d'Aigues, Front National, pour ne pas le nommer, avait réuni une centaine de personnes. Et à cette occasion, je veux dire, ça a été un service qu'ils nous ont rendu, puisque du coup, il y a un collectif qui s'est créé et qui a réussi à rassembler le même jour une contre-manifestation de 300 personnes. Et ce collectif a permis de rassembler des bonnes volontés, du bénévolat. Et ce qui est le plus frappant dans l'accueil de nos migrants érythréens à Grandbois, c'est justement cet élan de solidarité qui a été extrêmement fort. Parce qu'au fond, ils étaient pris en charge déjà par l'association Pierre Baldo qui gérait le centre. Ils étaient hébergés, ils étaient nourris. Mais il manquait de tas de choses autour de ça. Des vêtements, des chaussures, des jeux. Il ne faut pas oublier que ce sont des mineurs, souvent c'est des adolescents. Des contacts humains, d'un terrain de foot, de leçons de français, etc. Et tout ça, on l'a trouvé grâce au bénévolat à Grandbois, et en particulier grâce à ce collectif qui s'est constitué dans le sud du Luberon. Et à ce tissu associatif. Là, il s'agit toujours de le rappeler. Quand Samuel évoque l'affaire, c'en est devenu une, Cédric Héroux, Monsieur Ciotte, qu'est-ce que vous dites, par exemple? Est-ce que condamner pour aider, quand on est élu politique, on se pose cette question? Qu'on se la pose en tant qu'individuel, c'est une chose. Se la pose en tant qu'élu, c'en est une autre, non? Être condamné pour avoir aidé. L'application de la loi, j'essaye de faire évoluer la loi dans mon modeste rôle là de parlementaire sur ces questions-là. C'est ce qu'on a essayé de faire sur les droits, notamment sur la loi sur le droit d'asile de 2015. Sur les décisions de justice, je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais c'est la décision de justice qui a été prise. Est-ce qu'on doit... Moi, ce qui me questionne, c'est surtout ça, par rapport à... Ce qui me questionne, c'est le regard de tout ça. Et la question que je me pose sur ces affaires-là, c'est quel sentiment on laisse paraître vis-à-vis des gens qui peuvent aider. Moi, j'ai toujours dit que les gens qui aidaient sans contrepartie, évidemment. Je le précise, parce que je ne fais pas un jugement d'ailleurs sur l'affaire dont on parle, sans contrepartie ou sans destruction du bien d'autrui d'ailleurs, parce que c'est là aussi la prise... Sur un altruisme serein et total. Je ne peux pas louer les justes, parmi les justes, dans les nations, sur ceux qui ont sauvé des juifs. Je le dis parce que c'est au fond ça, cette valeur-là profonde qui est en jeu, et me dire que ceux qui aideraient un certain nombre de personnes en grande difficulté, d'autant plus que moi, quand je regarde sur l'histoire du Puy, je vais le dire rapidement parce que je ne veux pas engager des gens dans des difficultés judiciaires, mais je vois bien que c'est compliqué entre le moment où on part de Vintimille et le moment où on arrive dans un hébergement même organisé par une municipalité. Je vois bien qu'il y a des zones compliquées de droit et
l'aide, elle doit se faire. La réalité, y compris moi, je l'ai touché du doigt sur le puits. C'est ce que disait à l'instant Jean-Pierre Sandron. Jean-Pierre. C'est que il y a un élan de solidarité qui se fabrique. Et s'il n'y avait pas eu les collectifs, je le dis, Agir, d'autres collectifs, Welcome, mais en l'occurrence au puits, c'est les gens d'Agir, d'Aix, il n'y aurait pas eu, nous on aurait dit c'est bien, on est prêt. Mais moi, mairie, moi, maire, moi, élu, tout seul, je n'aurais pas trouvé je serais pas allé chercher une famille, et fait tout le travail, y compris le travail après. C'est-à-dire celui... alors l'inscription à l'école, oui, ça dépend de moi, donc ça, pour le coup, on l'a fait. La maison qu'on a trouvée, on l'a mise en état, elle est municipale, c'est temporaire là aussi, mais ils le savent. Et le regard des voisins. Et le regard ce qui est important sur cette affaire-là, j'entends bien l'affaire de justice, mais je discute assez peu pour plein de raisons. Les décisions de justice, je les commente. On n'est pas là pour entrer dans le détail de cette affaire-là. Ce que je regarde, c'est quoi? Au puits, j'avais des voisins dans les gens où ils arrivent de la maison. Ouais. Et il s'avère que ces voisins venaient de Marseille. Et ils avaient une mauvaise expérience à Marseille sur du voisinage parce qu'on avait installé un centre de mineurs en difficulté et ça leur a compliqué la vie. C'est une des raisons pour lesquelles ils quittent Marseille. Et donc quand ils arrivent là, ils viennent s'installer et la première chose qu'ils apprennent, c'est une histoire vraie. Hein. Et la première chose qu'ils apprennent, c'est que le député maire. Alors si maintenant les politiques nous mentent, on non, mais je brode de rien en plus. Non. Et ces gens apprennent qu'on va leur mettre un calé à côté de chez eux. C'est parce que entendent que ce vocabulaire-là. Donc ils sont très inquiets. Ouais. J'ai un élu qui fait l'accueil de ces gens. C'est-à-dire qu'il y a une personne, j'ai un de mes élus qui est Gilbert Armingaud, que je remercie parce qu'il est, y compris il accompagne au quotidien ces personnes parce qu'elles sont en difficulté. Elles ne parlent pas français, elles parlent qu'anglais, les enfants parlent que l'arabe. Et donc c'est très compliqué. Et donc les voisins sont très inquiets. Quand on est allé les voir, leur expliquer. Donc bon, ça les a rassurés parce que déjà ils n'avaient pas un camp. Mais ils avaient une famille, et assez, d'ailleurs, de manière assez étrange, et plutôt... c'est là le moment où ça se fabrique. Joli, vous pouvez même dire joli. Ouais, ils ont compris qui c'était, ils les ont vus, c'était des êtres humains comme eux, et donc du coup c'est eux qui leur apportent les gâteaux tous les jours et avec qui ils échangent. Voilà. Et donc ça se finit bien parce que non pas pour raconter une histoire qui se finit bien, juste pour que tout le monde comprenne que le regard, et c'est ce que j'avais un peu dit quand, y compris certains de mes amis pouvaient dire mais c'est pas compliqué, etc. Après il y a la réalité. Et quand les gens seront là, évidemment c'est autre chose. On a aussi besoin d'histoires qui se finissent bien. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Sandron? Je partage complètement ce point de vue. On avait un peu la même question autour du centre de vacances, puisqu'il y a des voisins évidemment autour. Et donc on a fait 2 ou 3 réunions avec eux pour justement un peu humaniser la question, leur montrer qui étaient exactement les migrants qui venaient, etc. Et très vite, les choses se sont apaisées. C'est un peu la stratégie qu'on a jouée à Grand-Bois, c'est-à-dire humaniser, apaiser les tensions sans forcément mettre le débat sur la place publique. Oui, et appeler à la rencontre. Voilà, et appeler à la rencontre. On a, mercredi dernier, on a fait une soirée festive avec des habitants de Grand-Bois et les jeunes migrants érythréens. On a dansé, on a mangé, c'était très sympa. Parce que je crois qu'aussi, c'est ça ce qu'on peut apporter, parce que là, nous, on n'était pas en charge ni du logement, ni de la nourriture, mais par contre, du contact, tout à fait, c'était quelque chose d'important de pouvoir leur apporter ça. Vous ne vous étiez jamais rencontrés? Non. Tous les deux? On parle de rencontres, on parle de voisins, on parle d'échanges. Pourquoi n'avoir jamais, peut-être, et c'est aussi l'objet de l'invitation du CASA, essayer de partager vos expériences qui, sans être les mêmes, évidemment, ont quelque chose là, si je vous écoute, de similaire? Le temps qui manque? Oui. Enfin, probablement le temps, différence de département, puisque nous sommes chacun d'un côté de la Durance. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a été un peu submergé par les problèmes à gérer au quotidien. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de choses à voir, de demandes de la part de l'association qui gérait le centre, et du coup, on a paré au plus pressé, quoi. Oui, moi, cette question-là, elle est tellement passionnée et affective que tout débat public sans réalité est juste impossible. Donc, si on fait une réunion, j'accepte aujourd'hui, j'aurais pas accepté avant,
de participer à un débat comme celui-là. Tout simplement parce que dans ce cas-là, on est dans le passionnel. Et que la seule chose aujourd'hui qui me permet de le faire, c'est juste de dire, voilà, ce que j'avais dit avant, de démystifier, de dire, ça ne change pas la face du monde. Par contre, la question de l'humanité qu'on a portée à ce moment-là, elle est juste portée. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pas fait. Enfin, j'ai pas souhaité. J'ai pas souhaité faire une grande. On m'avait proposé, je voulais faire une réception de la famille en mairie. J'avais dit, je partage pas cet avis-là pour plein de raisons, parce que c'est pas des animaux. Je veux pas. Je suis pas là pour montrer des gens. C'est juste des gens vous êtes, bien. Et... Vous êtes confronté à une réalité qui a donné, comme vous l'avez dit, un tissu, une constellation, un tissu entre les associations, les habitants, qui un frottement au départ, mais qui aujourd'hui semble en tout cas s'être apaisé pour vous deux. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Oui. Il faut lutter contre cette espèce de voyeurisme. Totalement. On veut voir les migrants, on veut les toucher littéralement. Donc nous, on a été très très prudents là-dessus. On a mis des règles du jeu très strictes parce qu'on ne voulait pas. En plus, ce sont des mineurs, donc il faut faire spécialement attention. Les voies Grand-Bois, c'est encore voilà. Donc on a vraiment mis des règles très précises, au risque d'ailleurs parfois de frustrer un peu des bonnes volontés, des gens qui auraient bien voulu aller comme ça à n'importe quel moment, rentrer dans le centre, leur dire bonjour, etc. On a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut vraiment les respecter l'organisation du centre et ne pas faire n'importe quoi. Vous semblez opiner. Hein, ah oui, non, moi je l'aide. La contrainte positive, disons, pour aussi. Oui, tout à fait. L'aide et l'accompagnement, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que ça a apaisé le débat. Hein. Je pense que le débat reste, même au puits, reste fort. Mais pour le coup, le débat passionnel n'a pas d'intérêt sur ça. C'est remarqué que là, on n'est pas dans un débat passionné, mais non, on reste sur vos expériences. Et voilà, et merci d'être là, justement. De bon esprit, mais c'est bien, c'est gentil. Je lis tellement de choses que parfois je me demande si le bon esprit est toujours présent. Il n'est pas partagé par la plus grande partie de celles et ceux qui existent. Mais en tout cas, c'est aussi la question de cette journée ici, Regard croisé sur l'exil, c'est aussi de poser et de prendre le temps, tout comme dans cette émission de radio, ce qu'on a peu le temps de faire dans les médias, je tiens à souligner ça aussi, prendre le temps d'écouter vos histoires. J'ai entendu le mot radouci, ça s'est radouci, c'est vous, hein, Jean-Pierre Sandron, qui l'avait... Tout ça s'est adouci sur la fête de village, ou je ne sais pas, vous l'avez peut-être cité tous les deux. La musique aussi adoucit les mœurs, non ? Vous ne croyez pas ? J'imagine qu'il y avait de la musique pendant vos fêtes organisées avec les associations à Grand-Bois. Le mercredi dernier, c'est des jeunes, hein, chez nous, c'est des jeunes, c'est des mineurs, des ados, en fait, c'est des ados, et on le voit bien, hein. Eux, ce qu'ils aiment, c'est écouter de la musique, du rap, faire la fête et tout. Et ils ne perdent pas cette qualité sous prétexte qu'ils viennent d'Érythrée, qu'ils ont traversé l'Afrique, qu'ils ont traversé des choses épouvantables. Hein. On a écouté quelques récits de la part de jeunes, dont à mon avis ne nous disent pas tout évidemment ce qu'ils ont subi, mais il y a des fois c'est vraiment... certaines pudeurs à avoir de leur part et de la nôtre terrible. aussi. Mais il reste des ados. J'ai un souvenir en tête, par exemple, un jour on a apporté des vêtements, parce qu'ils manquaient, ils arrivaient avec les petits blousons très légers et tout, alors qu'il faisait quand même déjà assez froid. Donc on a jeté les vêtements, enfin on a mis les vêtements dans une pièce, et ils sont venus très spontanément regarder. Il y en a un qui a trouvé une veste en velours rouge, qui lui allait super bien, et alors il s'est mis à parader, les autres se sont mis à rigoler et tout. C'était vraiment une bande d'ados, quoi. C'était dans la cour du collège. On avait cette impression-là. On avait complètement oublié que c'était des migrants qui venaient de l'autre bout de l'Afrique. C'est peut-être aussi ça, la force de la musique, en tout cas. Est-ce que vous aimez le pili-pili et le croissant au beurre, messieurs ? Est-ce que les deux, gustativement, vous parlent ? Malheureusement, ça se voit un peu. J'aime à peu près tout. Non, mais j'ai bien senti la petite attaque sournoise. Non, une attaque, dans le public, on sera témoin. Ai-je attaqué mes invités ? Réponse, absolument pas. J'ai demandé si vous aimiez les croissants. J'aime le pain au chocolat, par exemple. Non, je préfère les croissants. Voilà, c'est très bien, c'est une bonne chose. Vous aussi, Jean-Pierre Sandron ? Oui, absolument. Le pili-pili aussi, pas de problème ? Pas de problème. Les histoires aussi, les récits, bien évidemment. C'est dans cette émission Regard croisé sur l'exil qu'on va prendre une pause, un temps, pour aussi se laisser porter par Gaël Faye, Pili Pili sur un croissant au beurre sur Sciences Po Hertz. Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit Gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir, non pas pour voir de nouveaux lieux mais voyager,
pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleurs d'horizon, il y a que des hôtels 1000 étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit. Petit croissant au beurre, petit français qui flâne, il lisait Kérois qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale, et de guerre en maladie. Il pédale, c'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres était un vaste mouroir, et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois, et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Les murs de sa chambre au vert papier peint, recouverts de posters de salut les copains, étaient son antre, où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris. En attendant le bus, sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle est île aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie. Malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches. Malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili pili, rêver de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, décroisent les chemins et laissent des enfants au carrefour des destins. Pili 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 pili. Gaël Faye. Gaël Faye, pili pili sur un croissant au beurre, on m'entend à Sciences Po Hertz. Vous êtes toujours dans l'émission Regard croisé sur l'exil à Sciences Po Aix, organisée par Sciences Po Hertz et par le CASA, c'est cool. Avec nos invités Jean-David Ciotte, député maire du Puy-Saint-Tréparade, et Jean-Pierre Sandron, conseiller municipal de Grand-Bois. Alors, on a entendu Gaël Faye. Vous me disiez, Jean-Pierre, que vous le connaissiez. Non, je connais juste son livre Petit pays, qui est un très très beau livre sur le Burundi et le Rwanda. Pourquoi un très très beau livre? C'est un livre d'exil, justement, puisque on en parle, de quelqu'un qui n'a pas connu directement le génocide du Rwanda, mais qui en a subi les conséquences alors qu'il était enfant sans vraiment le savoir, qu'il ne l'a découvert, ce qui s'était réellement passé pour lui et pour sa famille, que tard, à l'adolescence, à un moment où le Burundi commençait à s'enflammer. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert ça. Et son livre, justement, c'est le récit de cette reconstruction, de la manière dont il a retrouvé ce qui s'était passé dans sa famille. Retrouver ce qui s'est passé dans sa famille, on parle de l'exil aussi, on a abordé aussi vos trajectoires en tant qu'élu, hein, bien évidemment, ce qui se passe en ce moment pour l'accueil soit des Érythréens, soit, on peut dire, des migrants au Puy-Saint-Tréparade, des réfugiés. Vous préférez des réfugiés? Revenir sur le mot aussi. On disait comment on prononce Ciotte ou Sio, votre nom de famille. Le vocabulaire est important parce qu'il crée des images, il crée aussi de fausses images. On en a entendu des mots camps chez vous, on a installé des camps, ça va être calé, ce qui a peut-être aussi passionné, comme vous le disiez, monsieur le député le maire, le débat, trop passionné, et là on revient vraiment aux faits. La prononciation d'un nom de famille, ça vous faisait penser à quoi par rapport à l'exil? Alors à plein de choses, parce que en fait, si vous me demandez comment je m'appelle, je vous dis Jean-David Ciotte. Si vous me demandez comment ça se prononce, je vous dis Sio. Bon, pour déjà, quelle raison? il y a un vrai sujet. Ciotte parce que Ciotti. Et oui, italien, vous l'avez dit. Parce que italien, parce que francisé, parce que quand on arrive d'Italie et qu'on est pauvre, comme mes arrière-grands-parents arrivent, on essaye de gommer la partie du babi qui est celui qui est l'italien de mauvaise fréquentation, et donc on francise. D'où Massa. D'où Je Masson. m'appelais Massa. Voilà, très bien. Voilà. Donc nous sommes sommes cousins. Nous sommes cousins, voilà, exilés au même endroit. Donc. Et donc voilà. Et alors Ciotte pour Sio, pourquoi? Parce que Ciotte,
Ciotte, c'est la version italienne et provençale, c'est-à-dire qu'on prononce toutes les lettres ici, etc. Et Sio, pourquoi? Parce que j'ai une partie de ma jeunesse et pas ici. Je fais une partie de ma jeunesse ici, puis une partie, je suis mon papa qui construit des centrales nucléaires. Alors c'est son n'ouvrira métier. pas ce débat-là aujourd'hui. Mais je vous propose on que... le temps. Écoutez, on va pas passer sur C'est un autre l'écologie, débat. parce que sinon, ça va vraiment très compliqué. Et donc, voilà. Bon. Et donc, dans d'autres régions du monde, on ne prononce pas l'été, etc. Et puis, il y a un sujet, je vais le raconter, ça va faire encore rire tout le monde, mais quand on est petit, il y a un public en plus, donc c'est bien. Donc, quand on est petit et que vous êtes à la maternelle et que vous rentrez un soir et que vous dites à votre maman, parce que vous avez oublié la digression qu'il peut y avoir sur le mot ciotte, et que vous dites, est-ce que c'est vilain de s'appeler cabinet, maman? Et ma mère me raconte cette histoire quand même en me disant, mais... et voilà, et comprenant. Donc voilà pourquoi, quand on me demande comment ça se prononce, je dis Sio, pour pas avoir à dire Ciotte, avec ce qu'on peut s'en amuser. Mais la réalité, c'est que je m'appelle Jean-David Ciotte, si vous me demandez. Voilà. Donc quand on me fait l'histoire de donc il y a plusieurs choses. Ciotte parce que j'assume au fond mon origine à la fois italienne et basalpine, puisque en fait la famille a traversé juste la frontière. Ce qui est extrêmement d'ailleurs étonnant, c'est quand on arrive d'Italie, de la région de Venise, on traverse la frontière italienne, on s'arrête à Castellane. Et donc on a fait 10 km après la frontière italienne, qui est, je suppose, les Alpes d'Haute-Provence à cette époque-là, début du siècle. Ça devait être pas beaucoup plus riche, mais quand même assez pour accueillir une famille. Effectivement. Revenir sur... Après, on va ouvrir vraiment les questions, puisque vous êtes là, que le public est là, vous en avez quelques-unes à poser. D'ailleurs, j'aimerais que la personne qui a posé la question sur la politique gouvernementale vienne s'installer à mes côtés, s'il vous plaît. Pendant ce temps, juste, on a entendu donc Jean-David Ciotte. Alors, je vais dire la provençale, d'accord voilà, on va faire un choix à un moment donné, il le faut bien. Député maire du Puy-Saint-Tréparade. Jean-Pierre Sandron, vous, qui êtes conseiller municipal à Grand-Bois, la question du mot et du vocabulaire nous amène, quand on parle d'exil et de migration, de migrants, ou de ceux que vous avez accueillis, les Érythréens, à la question du langage et donc du français. Vous l'avez dit tous les deux, compliqué quand même aussi là d'interagir avec des associations, avec des exilés qui ne parlent pas comme nous. Je mets les deux pieds dans le plat, mais en même temps, c'est une question qui se pose aussi dans l'aide et la relation. Absolument, elle se posait d'autant plus pour les migrants qu'on a accueillis à Grand-Bois, que parlent pratiquement pas français, quelques mots d'anglais, mais vraiment de l'anglais courant, un petit peu arabe pour 2 d'entre eux, et pour le reste, ils parlent tous tigrina. Et on a eu beaucoup de chance, parce qu'au cours d'une réunion du collectif dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un a dit ce qui nous aiderait le plus, c'est de trouver un interprète en tigrina. Bien sûr, personne n'y croyait. Hein. Et il y a quelqu'un qui s'est levé dans la salle qui a dit « Eh bien, moi, je connais quelqu'un qui peut faire l'interprète en tigrina. Son fils avait une compagne qui était d'origine érythréenne et qui a donc pu arriver à se dégager du temps et à venir à peu près à mi-temps au centre pour traduire les propos, ce qui a beaucoup aidé pour les dossiers, notamment vis-à-vis de l'Angleterre quand ils sont venus étudier le cas de tous les migrants. Mais c'est vrai que le problème de la langue est fondamental. Quand ils sont arrivés le premier jour, le 3 novembre, on n'arrivait pas à échanger avec eux. On avait un interprète qui était là, mais qui lui parlait arabe et français. Il a pu échanger quelques mots avec certains d'entre eux. Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile d'échanger. C'est joli, votre histoire, c'est croire que tout peut arriver, Absolument. Même le meilleur, pour le coup. Dans ce cas-là, c'était intéressant. Bonjour à vous, Sylvie. Bonjour. Vous nous avez rejoint autour de la table. Soyez la bienvenue. Exilée du public et inclus dans cette émission. C'est pas un exil trop difficile. Il n'est pas trop lointain, celui-ci. Vous aviez une question à poser, justement. Alors oui, justement, sur la politique gouvernementale, parce qu'on approche quand même des élections présidentielles. Il y a des primaires demain aussi. Oui. Donc, si j'ai bien compris, à Grand-Bois, on vous a imposé les migrants, finalement, alors que chez vous, on vous a laissé le choix. Au Puy-Saint-Tréparade. Voilà. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, que le gouvernement a fait les bons choix, qu'il a rempli son objectif de 30 000, je crois que c'était 30 000 qui était prévu, voilà. Est-ce qu'on a fait assez, tout simplement? Est-ce qu'on a fait assez C'est intéressant de le poser à des élus. Voilà, locaux, des élus, locaux, et puis avec finalement une échéance qui arrive aussi pour par rapport à des candidats se positionner. Bien sûr, et une hiérarchie c'est une question aussi politique. C'est vrai. Merci Sylvie pour cette question. Qui veut rester avec nous si vous le voulez? Qui veut répondre en premier là-dessus? Oui. Monsieur Ciotte. Non, moi je veux bien répondre sur au moins un premier aspect Sandron. qui est
À Grand-Bois, donc. À Grand-Bois, comment ça s'est passé? C'est vrai que je pense, toute réflexion faite, que ça s'est fait évidemment beaucoup dans la précipitation, puisqu'il s'agissait de débarrasser la lande de Calais, et que du coup, on a mis 30 adolescents dans un coin très joli certes, mais complètement à l'écart de tout, sans lieu de vie, de rencontre, etc. Alors, je pense que on ne pouvait pas faire autrement à l'époque. Il n'y avait pas tellement de disponibilité de lieux chauffés, disposant de chambres, etc., etc. Donc, ça a été un pis-aller. Mais c'est vrai que du coup, on voit bien que c'était pas non plus une bonne façon de les accueillir. Les pauvres, ils se sont trouvés complètement paumés au milieu de nulle part. En cherchant, comme vous l'avez dit, la ville. Voilà, en cherchant la ville, en cherchant d'autres jeunes, en cherchant un contact, etc. Et donc là, je crois que ça a été un peu une impréparation, que là-dessus, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu prévoir depuis plus longtemps et trouver des lieux plus adaptés. On a fait avec, on s'est débrouillé, on a réussi à créer un réseau autour des jeunes, mais le choix était, à mon avis, malheureux. À Grand-Bois. À Grand-Bois. Oui, je pense que le choix du lieu et du type de bâtiment était un peu malheureux. Jean Davitiotte, sur cette question, même question de Sylvie, là, pour le coup, plus un tréparade. Donc un choix volontaire, un peu plus volontaire. Moi, je suis embêté parce que soit je considère que l'État fait tout. Et dans ce cas-là, il ouvre des cadres partout, il gère l'accompagnement, il gère l'insertion, il gère l'alphabétisation, il gère la scolarisation. Et pour l'avoir vécu, je vais peut-être dire des choses qui sont un peu désagréables, mais pour l'avoir vécu au moment des camps de harkis, ce que l'État sait bien faire, c'est parquer. Parce que ça rentre dans un format administratif. On fait des maisons, on avait fait moi j'ai beaucoup travaillé il y a en 92-93 à la résorption du camp du Logidane, et l'État, au fond, à l'arrivée des harkis, était assez content d'avoir fait des maisons, une école dans le parc, et sauf que les gens ne sortaient pas, et les harkis, 40 ans après, ils étaient toujours là. Voilà. Donc ça, l'État sait bien faire ce genre de choses. Si on confie qu'à l'État ça, si on considère que c'est l'État qui règle, on se retrouve avec des situations administratives et avec des échecs. Voilà. Et donc, je reste persuadé. Et au puits, nous, on essaie de faire ce qu'on peut à notre niveau. C'est ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai aucune gloire. Et si je suis jugé mal par quelques-uns, tant pis. Mais je considère que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que nous, on a des équipements. Enfin, on pouvait mobiliser pendant cette période-là. Vous aviez les moyens. On a un logement qu'on peut mettre à disposition, qu'on aurait pu mettre d'ailleurs à disposition d'autres personnes qui étaient aussi en difficulté au puits. C'est un sujet. Mais ce que ça fabrique dans le dispositif général, nous on a cette maison, dispositif général. On a les écoles, dispositif général. Donc on accueille les gens à l'école, enfin les enfants à l'école, pardon. On a le CCAS qui joue son rôle quand ils ont une difficulté. Et puis, il y a tout ce qui s'est fabriqué autour, de solidarité, d'accompagnement, d'alphabétisation. Je découvre tous les jours, depuis, des gens qui viennent, soit parce qu'il y a des médecins, des solidarités, etc. Voilà, donc par rapport à la politique gouvernementale, du coup, parce que là, on est toujours au local, et pour revenir sur ce que disait Sylvie, est-ce que tout ça est compatible, complémentaire, quand tout est opposé, comme on s'y retrouve, même si on a les moyens au local, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut toujours accueillir? Je ne sais pas si je rejoins des interrogations de Sylvie plus ou moins, mais en gros, rapidement, pour conclure, et je reviendrai sur Grand-Bois. Pour finir sur ça, moi, je n'ai pas encore, mais peut-être que je n'ai pas encore été confronté, je n'ai pas aujourd'hui de choses qui sont venues s'opposer à moi ou des gens qui sont venus me dire c'est pas bien. Par contre... L'État n'est pas venu vous dire en disant l'État c'est moi, vous arrêtez tout. Non, voilà. D'ailleurs, j'aimerais que l'État, puisque le préfet m'avait gentiment appelé pour me dire est-ce que vous êtes en capacité de prendre une famille, j'avais dit oui, c'est les associations qui m'ont amené la famille. Je le dis. Et au fond... Je trouve que ils font leur rôle, parce que c'était plutôt bien, c'était à eux voilà, je crois pas que ça soit à l'État, sinon on se retrouve qu'avec des règles administratives. Alors évidemment, quand j'ai des gens qui sortent des CNDA, de l'OFRA, il faut bien les loger aussi, et il faudra bien trouver des solutions. La question qui va se poser pour l'État et pour les gouvernements à venir, c'est
comment on sort des situations, au bout des situations. Nous, on gère les situations d'urgence. Et après, en fait. La question, c'est et après. Je pense que le sujet, il est plutôt là. Le film « Et maintenant, on va où ?» là, si vous l'avez vu ou non, résonne aussi de ce point de vue-là. Je me permets de poser la deuxième question qui a été posée dans le public. Par vous, monsieur, peut-être, je la pose, j'utilise ma voix pour le faire, puisqu'elle est justement liée à cette question. Merci Sylvie, en tout cas, d'être venue à la table. Votre prénom, c'est ? C'est Jean-Marc. C'est Jean-Marc. Jean-Marc nous demande justement à Grand-Bois, donc chez vous, un conseiller municipal, Jean-Pierre Sandron, qu'auriez-vous fait donc si l'État n'avait pas fait les démarches pour vous, je rappelle, imposer, vous m'arrêtez si je me trompe, d'accueillir ces Érythréens mineurs chez vous? On reste effectivement à peu près dans les mêmes questionnements sur la question entre le local et l'État, les communes ou non. Pour répéter, pour que tout ça soit entendu sur les ondes de la web radio Sciences Po Hertz, on a la question aussi les communes, comment peuvent-elles elles-mêmes s'impliquer ou impliquer pour accueillir ou non des migrants, des réfugiés, des exilés. Je mets tout ça volontairement dans le même paquet de vocabulaire sans bien sûr tout mettre au même niveau. Jean-Pierre Sandron, à Grand-Bois. Oui, alors je voudrais juste revenir sur cette idée qu'on a imposée. En fait, la commune de Grand-Bois était presque hors jeu dans cette histoire, puisque l'État a passé une convention avec l'association qui gère la colonie de vacances. Et donc, au fond, le maire de Grand-Bois était informé parce que ça se passait sur son territoire. Mais à la limite, si on avait voulu, on pouvait laisser les choses en l'état et absolument ne rien faire. Ça nous a paru évidemment absolument impossible de rester dans cette situation. Et c'est pour ça que nous avons apporté une aide, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Mais à vrai dire, on ne nous a pas posé la question parce que la question ne se posait pas pour la mairie de Grand-Bois. Alors, que peuvent faire les mairies? Je crois que les situations locales sont très différentes et je ne voudrais pas ni me substituer au maire de Grand-Bois, ni refaire l'histoire à partir de ce qui s'est passé effectivement à Grand-Bois. Il est difficile dans nos communes, comme ça a été souligné, la question la plus difficile, c'est la question du logement. Parce qu'à Grand-Bois, nous avons beaucoup de familles, de jeunes familles locales qui cherchent un logement et qui ont du mal à se dire qu'elles vont aller s'installer en banlieue de Marseille ou en banlieue d'Aix, etc. Donc il y a déjà une pression qui est très forte. Donc, trouver du logement sur place, ça peut être difficile. Par contre, il y a, et ça on l'a ressenti très fortement dans l'élan de solidarité qu'on a vu, il y a des gens qui se sont proposés, qui ont dit moi, je peux héberger pendant un temps donné une famille de Syriens, d'Érythréens, etc. Et je pense que ça, c'est aussi une façon de le faire, à condition que ce travail-là soit très strictement encadré par des associations. Il y en a qui existent, on a cité Agir, il y a la CIMAD, etc. Parce que c'est quelque chose de très lourd d'héberger une famille chez soi. Il y a des démarches à faire, il y a les emmener à un certain nombre de bureaux administratifs, etc. etc. Donc ça, je pense que ça peut être des choses qui peuvent être faites à travers les mairies. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir quelles sont les familles qui, à un moment donné, sont en capacité et ont la volonté d'héberger des migrants. Pour nous, le problème ne se posait pas, puisque s'agissant de mineurs isolés, ils sont sous la responsabilité de l'État. Et que les familles ne peuvent même pas proposer de les accepter. Il faut que ça passe par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est là où je voulais revenir sur les responsabilités. Il n'y a pas que la responsabilité de l'État. Il y a aussi l'ensemble des institutions, y compris le département, qui gère l'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, nous, la principale difficulté pour les migrants mineurs érythréens qui sont chez nous, c'est que ceux qui n'ont pas obtenu un visa pour l'Angleterre, ils ne savent pas bien quel va être leur devenir. Où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et pour eux, c'est une source de stress et d'angoisse extrêmement forte. Évidemment, quand on ne sait pas où l'on va, mais qu'on sait d'où l'on vient, c'est pas toujours évident d'avancer. Ouais, juste une réaction là-dessus, pour rendre pratique un peu la question de Jean-Marc. Jean-David Ciotte, si je suis maire, député maire, conseiller municipal, ailleurs qu'à Grand-Bois ou au Puy-Saint-Tréparade, et que j'ai envie de faire quelque chose pour accueillir des migrants, est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que je le peux? Est-ce que je ne peux pas? Et comment faire? Enfin, je reviens sur des choses un peu pratiques qui peuvent paraître simplistes, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, je sais pas, on est quoi, le 21 janvier 2017, c'est ça? Je ne me trompe pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des démarches? Oui, c'est possible. La question, c'est... Peu importe sa couleur politique. La question, c'est la volonté.
Il n'y a rien d'impossible. Je dirais d'ailleurs, le plus de personnes qui sont accueillies, elles ne le sont pas par les collectivités, elles le sont par des personnes. Absolument. Moi, sur Marseille, j'ai un réseau de copains qui ont tous des maisons un peu trop grandes ou des appartements un peu trop grands et qui hébergent alors plutôt des majeurs, parce que sur les mineurs, c'est effectivement très compliqué, eu égard à l'encadrement. Voilà, mais donc il y a un réseau personnel qui se fabrique. Il y a d'ailleurs sur les mineurs, il y a un très joli film que je ne quitterai pas cette émission sans citer Rachid Oujdi et ce qu'il habite le puits Sainte-Réparade. Voilà. On m'avait enlevé la conclusion de la bouche, mais c'est pas grave. Donc comme ça. Voilà, sur la question des mineurs et l'exil des mineurs et notamment l'aide sociale à l'enfance, qui est un sujet encore plus lourd que celui des réfugiés. Voilà. Après, non, rien n'est impossible. La question, c'est de la volonté. La question, c'est le regard sur l'autre. La question, c'est le regard des voisins. La question, c'est les imaginaires collectifs et de les dépasser. Voilà, et d'assumer, au fond, ce qu'on fait. Alors, quand on est une personnalité publique, c'est toujours plus compliqué, parce qu'évidemment, on vit très vite dans la controverse. Soit on n'en fait pas assez, soit on en fait trop. Bon, moi, j'assume, j'essaie de... Pas seulement en étant qu'un personnage public. Je sais pas si non, mais à un niveau individuel, on peut aussi en faire peut trop être... ou pas assez. C'est bien la question qui lie toute une communauté et qui lie tout un collectif. La question de l'exil et des migrants, on essaie de la remettre en tout cas au cœur de cette émission, partagée, comme l'a dit le président du CASA en début d'émission. On essaie de la remettre à portée de tous. On va terminer, parce que ça fait déjà presque une heure qu'on est en train de discuter sur Sciences Po Hertz, c'est avec vous, avec une dernière question du public. Alors, elle m'a écrit sur un bout de papier en me disant dans l'oreille: vous n'arriverez jamais à prononcer mon nom. Je prends donc ça comme un défi. Mireille Battle. Non, elle m'a dit c'est pas anglais. Alors Battle, non. Anglais. Battle. Battle ou baile, c'est pareil. Bon, alors Mireille, bonjour. Elle est bien devant le micro, Mireille. C'est de quelle origine par ailleurs? Ça veut dire le bailli, c'est catalan ça. C'est catalan. Écoutez, on partira moins imbécile de cette émission. B-A-Y-L-E ou B-A-T-2-L-E, vous pouvez écrire de deux façons. D'accord. Bon, bienvenue en tout cas. Quelle était votre question et on y répondra comme on peut. Deux questions. Deux une mais plus cher. Est-ce que la famille que vous avez accueillie au Puy Sainte-Réparade, est-ce qu'elle va arriver à faire ces racines-là? Ou est-ce qu'il va falloir, en fonction des aspirations professionnelles, etc., est-ce qu'il va falloir qu'elle se redéplace? Ça rejoint la question du « et après ». L'ouverture aussi à cette émission, Jean-David Ciotte. Oui, c'est la question du « et après ». Moi, aujourd'hui, je ne sais pas. On essaye... Le sujet d'aujourd'hui... La question, c'est le jour le jour. Pour être très honnête. La question aujourd'hui, c'est... le papa comprend à peu près le français. Il le parle un peu, en tout cas il se fait comprendre. La maman moins, elle parle très bien l'anglais. Les deux parlent très bien l'anglais. Le petit frère de la maman parle très bien l'anglais. Les 4 enfants ne parlent que l'arabe. Donc pour l'instant, le sujet, c'est pas de savoir ce qu'ils feront même après, c'est ce qu'ils vont faire demain, c'est comment à l'école ils sont intégrés. Donc on est vraiment sur des problèmes de quotidien, d'urgence, de famille, comme pour mes enfants, savoir comment ils vont s'habiller le lendemain. Vous vous rappelez combien ils sont au Puy Sainte-Réparade? Là, ils sont 7. Donc il y a 4 enfants en bas âge, de mémoire, il y a 6 mois près, 5, 7, 10 et 11 ans. Et un grand frère de 17 ans de la maman, et la maman et le papa. Donc c'est vraiment une famille du Darfour. Eux-mêmes, pour l'instant, quand je posais la question, en leur disant vous voulez faire quoi? Lui est forgeron, son frère. Alors son frère est en France, il est dans la Mayenne, si ma mémoire est bonne, et il est avocat. Donc je sais pas ce que je ne sais pas, mais je dirais que c'est affaire personnelle. On a eu cette discussion parce qu'évidemment, en bon français, nous on se projette, on essaie de trouver quelle carrière, quel diplôme, est-ce que tu es déjà inscrit à... Français-italien, franco-italien. Je ne sais pas quelle université, etc. Mais pour le coup, la réalité Sciences Po Ex. On va pas se mentir. Et la réalité, c'est que pour l'instant, on essaye de se projeter sur l'après.
eux sont pas encore sur l'après parce que la question de la stabilisation au puits ou pas n'est pas posée. Ça ne passera aussi par la question de l'hébergement, de la stabilité de l'hébergement, de la stabilité du revenu. C'est-à-dire que si effectivement on arrive à... Alors là, bien, d'abord il y a la sécurisation du parcours administratif, c'est le passage devant l'ensemble des... Donc, la réalité, c'est qu'on est très sur le quotidien, on essaye de relever un peu nous le nez, et l'accompagnement pour le coup associatif, qui ont l'habitude de gérer ces situations-là, c'est travailler en réseau, d'essayer de commencer à lever un peu le nez. On est plus sur l'urgence que sur le lever le nez. S'ils trouvent leur place et leur envie est là, ils trouveront leur place et leur envie est là. C'est ce que je dis toujours. C'est une famille, donc elle est la bienvenue au Puy Sainte-Réparate si elle veut s'y épanouir. Après, si elle veut s'aller s'épanouir ailleurs, comme il y a des tas de gens qui arrivent au Puy, qui quittent le Puy, je le dis toujours aux vieilles familles du Puy. Non, mais parce que c'est un débat dans les villages. Il y a les familles historiques, il y aurait des droits inaliénables sur je ne sais quoi. Non. Ça s'appelait la noblesse dans un autre temps. Et donc, là, c'est plutôt la généalogie. Oui. Donc voilà, donc ça fait partie de ça. S'il y avait eu davantage, et je reviens sur votre première question, Mireille, on finira sur la seconde, si vous en avez une deuxième, peut-être à Grandbois, Jean-Pierre Sandron, s'ils avaient été plus nombreux, s'il y avait eu une arrivée plus massive de plusieurs familles, plus que 7, est-ce que la question, vous la seriez posée différemment ? Elle se pose forcément... Enfin, si je prends le cas de Grandbois, elle se pose forcément différemment. Et il est évident que, je ne sais plus combien, 30 ou 50 les jeunes mineurs, les 50 jeunes mineurs de Grandbois, ils trouveront pas de place à Grandbois, non pas parce que Grandbois les aime pas, enfin, je suppose, mais parce qu'il n'y a pas la City, il n'y a pas Londres, il n'y a pas... il n'y a pas que la City, il y a la Londres, City, donc la ville. en Provence. Il n'y a pas... ce que cherchent des jeunes de 16 ans, la famille qui a atterri au Puy, parce que s'ils ont vraiment atterri au gré d'une migration compliquée et lourde, là aussi les parcours sont importants, mais ça nécessiterait certainement un autre débat, et puis que ce soit eux qui parlent et pas moi, parce que c'est leur vie. Elle peut trouver sa place, comme elle ne peut pas la trouver. En tout cas, je redis ce que moi j'ai toujours pensé, c'est qu'on est en capacité d'accueillir une ou deux familles au Puy sans que ça bouleverse quoi que ce soit de la vie, de notre vie, et que ça peut permettre de donner sa part à l'humanité. C'est ce qui fabrique au fond la pensée profonde, et c'est chacun sa part. C'est y compris tout à l'heure pour lequel je répondais sur la question de l'État. Je ne crois pas aux solutions administratives en totalité. Il y a des règles, mais je ne crois pas à ça. C'est en faisant de petites choses qu'on arrive aux grandes avec le temps. Paraît-il, c'est pas moi qui le dis non plus, c'est Monsieur Beckett. Mireille, dernière ces question. 50 peut-être. jeunes accueillis, il y en a qui sont partis déjà, volontairement ou pas. Peut-être qu'il y en a qui ont refusé de rester à Grandbois. Et maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres arrivées depuis ou... Non, il n'y a pas eu d'autres arrivées. C'était un groupe qui venait dans ces locaux, dans cette colonie de vacances, organisée donc par l'entraide Pierre Valdo. Alors, au départ, ils étaient 50. Le Royaume-Uni a envoyé des émissaires pour étudier leur dossier, puisqu'ils s'étaient engagés à en prendre un certain nombre. Alors, ils en ont pris 11. Il y avait des critères du type... tous les jeunes qui étaient entre 12 et 16 ans, je crois, ils les prenaient de manière systématique. Il n'y en avait pratiquement pas chez nous. Et il fallait qu'ils aient un référent sur place, c'est-à-dire quelqu'un de la famille sur place, sachant qu'il y a parfois des gens, enfin des anciens migrants qui sont installés, qui ne souhaitent pas voir arriver des gens de la famille, pour des tas de raisons compliquées à expliquer. Et donc là, il y en a 11 qui ont rejoint l'Angleterre, qui répondaient aux critères qu'avaient fixés les Anglais. Il y en a 9 qui ont quitté le centre de leur propre volonté très rapidement. Alors, certains n'étaient pas érythréens. Or, le principe, c'est que le centre regroupait que des érythréens. Certains n'étaient pas mineurs. Donc, on leur a rapidement dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le cadre tel qu'il était à Grandbois. Il y avait d'autres procédures possibles, mais en tout cas pas celles qui étaient mises en place à Grandbois. Et puis, donc là, dans les 2 derniers jours, devant le flou des perspectives, il y en a encore quelques-uns qui ont quitté le centre. Certains, d'ailleurs, sont partis et sont revenus. Il faut aussi voir ça, c'est-à-dire que certains ont quitté parce qu'ils ne voyaient pas d'avenir là, etc. Et puis devant la difficulté, devant le froid aussi, il y en a qui sont revenus, qui ont réintégré le centre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase un peu cruciale pour ces jeunes adolescents.
parce qu'ils ne voient pas très bien la perspective qu'on leur offre en France. Certains ont commencé à se projeter sur l'idée d'apprendre le français, de suivre une scolarité, d'être hébergés dans un foyer, etc. Et donc, au fond, de faire leur vie à un moment donné en France. Et d'autres restent complètement polarisés sur cette histoire de Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique? Parce que c'est Oui, des choses lourdes. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un suivi psychologique qui a été mis en place dès le début, un accompagnement médical qui a été mis en place dès leur arrivée, immédiatement, notamment pour des raisons de contamination, etc., qui s'est très très bien passé, qui a été très très bien organisé. Il y a un suivi psychologique qui est pris en charge, il y a des éducateurs qui sont tout le temps à leur côté. Enfin, non, ça a été très encadré, exactement comme pour des jeunes adolescents sans parents, isolés en France. Merci Mireille pour cette question. Bon, restez avec nous, on est à la fin de cette émission. Ne bougez pas. Si vous voulez retourner dans la frontière du public, vous voulez repasser les frontières de l'exil. Se sent exilé. C'est ça, se sent exilé. Le mot de la fin très rapide à vous deux, nos deux invités sur Sciences Po Hertz. Je le rappelle, Jean-David Ciotte, député maire du Puy-Saint-Tréparade, et Jean-Pierre Sandron, conseiller municipal à Grandbois. Simplement un mot l'un à l'autre. J'aimerais que vous vous regardez depuis tout à l'heure, vous êtes en face à face, sur a priori pendant une heure les mêmes idées d'humanité. C'est peut-être ça qu'on avait voulu mettre en lien dans cette émission et de bienveillance. Que conseilleriez-vous en tant que conseiller municipal, ou juste en tant que personne qui avait envie de filer un coup de main un peu dans ce grand tout et dans ce grand monde qui nous dépasse? Jean-Pierre Sandron à Jean-David Ciotte, conseil ou petit mot de fin Non, moi je saluerais son courage, parce que je pense qu'en tant que maire, c'est pas du tout évident de faire cette proposition d'hébergement d'une famille. Et je trouve que c'est très courageux de sa part de l'avoir fait. Maintenant, peut-être aussi qu'en tant que député, il y a un autre rôle à jouer cette fois-ci. Et personnel. Porter plus haut, c'est ça? Oui, à titre personnel, je trouve qu'effectivement... mais là, je m'exprime vraiment complètement à titre personnel. Je trouve que la France, dans cette affaire d'hébergement de migrants, n'en fait vraiment pas assez. On est vraiment en dessous de ce qu'un pays comme le nôtre pourrait et devrait faire. Voilà, mais c'est une réflexion purement personnelle qui n'engage pas la municipalité de Grandbois. On l'a bien compris et je n'aurais pas relancé. Soyez prudents là-dessus. Jean-Pierre Sandron, merci d'être venu en tout cas pendant cette émission. Merci beaucoup. La même question à vous, d'homme à homme, si vous le voulez. Dépassons peut-être la question d'être élu ou non. Jean-David Ciotte, je ne sais plus comment le dire, député maire du Puy-Saint-Tréparade. Non, moi Jean-Pierre Sandron. J'ai pas de commentaires sur. Non, j'aurais à dire un mot, mais j'ai pas de commentaires sur Grandbois. Je lis, je regarde juste les réactions. Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, est-ce qu'on en fait assez, pas assez? Je vois bien la pression sociale sur quand on en fait trop. C'est ce que je disais, sur l'équilibre, sur le regard de tout le monde, sur la montée quand même des intégristes, des fanatismes, des peurs, rationnelles ou irrationnelles. Donc, je vois bien quand même qu'on est sur un débat qui dépasse. Donc, moi, j'ai toujours, c'est pour ça que j'ai toujours considéré que c'est un engagement. Que je redis ce que j'ai dit. Moi, quand on m'a dit, quand le préfet un jour m'appelle, on me dit est-ce que vous en prenez? Je dis oui, mais je pensais objectivement que l'ensemble, je finis sur ça, je juste que l'ensemble des maires avaient dit à peu près la même chose que moi en disant je ferai pas un camp. Voilà, mais prendre une famille ou deux, je ne vois pas ce qu'il y avait d'exceptionnel. Je me rends compte avec le recul que ça reste exceptionnel dans une région qui a même presque décidé de dire non à tout hébergement. Et je prends acte. Ça veut dire que, au-delà des clivages politiques, je suis parlementaire, je peux les porter, mais c'est pas ça le sujet. Ça veut dire que derrière, il y a une pression sociale sur cette affaire-là, et donc il faut qu'on arrive à démissionner. Moi, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de faire. À Grandbois, je suppose que personne n'était content, même peut-être pas le maire. Moi, je me pose la question. Je me suis posé la question. Est-ce que si au Puy j'avais eu un centre de vacances, j'en ai pas, et qu'on me dise il faut mettre 50 mineurs érythréens, je ne sais pas quelle aurait été la réaction du maire. Je ne parle pas de la population, mais même du maire, j'en sais rien. Donc voilà, après, ça déchaîne plein de bonnes choses. Et je trouve que c'est ça que je garde.
Ça déchaîne de bonnes choses. C'est joli. Le rapprochement est très joli. Et il a raison, c'est ce qu'il faut garder. Dans ce cas-là, si tout le monde sort en disant on a raison d'une émission radio, c'est plutôt positif, c'est assez rare et ça fait plutôt du bien. Merci au CASA et à Sciences Po Hertz d'avoir rendu collectif ce moment. Merci à vous d'y avoir assisté. Merci à vous. Le public. Pour boucler la boucle de cette émission, regard croisé sur l'exil, les canalisations de ma rue à Marseille ayant été réparées. Je terminerai sur les tuyaux. Les tuyaux partagés pendant cette heure passée ensemble ont été donc remplis de pensées, d'idées, de bienveillance aussi, d'aide à son niveau. Bref, le plein, même non exhaustif, est toujours mieux, à mon sens, que le grand vide. Donc à l'heure des élections bientôt présidentielles et les débats qui vont malheureusement redevenir trop passionnés pendant les mois qui nous arrivent, mon ouverture sera humble. Ce sera le titre d'un très beau film à aller voir au cinéma puisqu'il sort, Réparer les vivants, de Maëlys de Carangal. C'est un bouquin, l'adaptation n'est pas si mal. Donc réparons ensemble, autant que faire se peut, la vie et à notre niveau. Merci à tous. Merci à vous.